Brigitte, je suis très content de te recevoir ce soir dans le cadre du Club Privé Santé pour parler avec toi de bioélectronique Vincent. Salut Brigitte, donc. Salut Jérémy et salut tout le monde. Bon, alors la bioélectronique Vincent, moi j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années. J'avais un livre que je ne trouve plus d'ailleurs, que tu as présenté peut-être un petit peu juste après. C'est Euh, celui-là? T'avais oui, celui-là? c'est ça, exactement celui-là, de Roger Le Castel. livre de Roger Castel. Ah, C'est ça, d'accord. voilà. Mhm. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais bon, je l'ai eu, je l'ai lu. Et puis après ça, j'avais fait une séance chez quelqu'un qui pratiquait la bioélectronique Vincent. Mais bon, tu vas nous expliquer tout ça ce soir parce que c'est une approche ou une théorie qui est pas hyper connue. Et ça demande vraiment qu'on mette les pieds dedans. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une des rares façons, on va dire, scientifiques de mesurer le terrain Mhm. et ensuite, de connaissant ces paramètres, de pouvoir agir dans la bonne direction. Donc c'est vraiment un sujet passionnant. Et ben, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir démarrer donc sur améliorer son terrain grâce à la bioélectronique Vincent. Et puis je vais peut-être te laisser te présenter juste avant, à moins que tu aies une slide là-dessus, pour nous rappeler qui tu es rapidement. Non, j'ai pas fait de slide Bah, là-dessus. t'as qu'à nous le dire rapidement. Eh ben, je vais pouvoir rectifier quelque chose par rapport à ce que tu disais dans Ah oui? dans la vidéo de présentation. Ok. Je n'ai pas fait de formation d'ingénieur. Ah, Ah oui, parce que les ingénieurs sont très à cheval sur ce genre de choses. oula, 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 Donc oui, voilà, il faut que je attention. fasse très attention à ça. Donc D'accord. moi, j'ai fait beaucoup de choses. Oui, Et j'ai un niveau universitaire et puis j'ai suivi le CNAM aussi. Mais je suis pas allée juste au statut d'ingénieur du CNAM, par exemple, hein. d'accord, d'accord, Mais j'ai d'accord. fait plein de cursus différents Ouais. et qui fait qu'un jour, quand je me suis présentée à Alcatel pour me faire embaucher, ils ont estimé que j'avais Oui. une expérience suffisante, universitaire, d'études en particulier, qui me permettait d'avoir le statut d'ingénieur. Donc, je suis rentrée comme ingénieur Ah, et voilà. j'ai exercé le rôle d'ingénieur et même de chef de projet pendant plus de 20 ans. Ok, Voilà. ça marche. Ok, très bien. Merci pour cette rectification. Et peut-être rapidement aussi, qu'est-ce qui t'a amené toi à t'intéresser à la bioélectronique, Vincent? Eh bien, j'ai fait un jeûne par hasard en 2013 quand j'ai arrêté de travailler. Il était temps pour moi de lâcher parce que c'était un travail très très exigeant que j'avais. Oui, Mhm. il était temps pour moi de lâcher. Je sentais que rien n'allait. Et par hasard, j'ai fait un jeûne, mais je savais pas que c'était un jeûne au départ. Je pensais que c'était une randonnée avec un contrôle au niveau de l'alimentation, une diète. Mais pour moi, une diète, c'est pas du jeûne. Mhm. Et voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à faire du jeûne sans le savoir. Et Mhm. tous les soirs, on avait des explications, Mhm. et en particulier sur l'eau. D'accord. Et mon côté scientifique m'a m'a titillée. À partir de là, je me suis intéressée à l'eau de plus près. J'ai découvert les vidéos de Jeanne Rousseau, qui a Oui. travaillé avec Louis-Claude Vincent. Mhm. Et puis, elle existait toujours, Jeanne Rousseau, à cette époque-là. Et quand je me suis inscrite à l'association bioélectronique, ben, elle venait de décéder. Je l'ai pas rencontrée. Ah oui, elle J'aurais habitait j'aurais vers pas dû Machecoul, la il me rencontrer. semble, en Loire-Atlantique, non? C'est ça? Exactement, Ouais, ouais. exactement. Elle Ok. était dans le, sur la côte atlantique, du côté Mhm. de, je sais plus Mhm. exactement. Bon, Voilà. c'est de- Et voilà. Et c'est la première conférence que j'ai faite. C'était une conférence bioélectronique parce que il y avait personne qui nous expliquait ce qu'était que la bioélectronique. Donc il y avait Mhm. des livres. Mhm. Les formations, c'était plus des formations de santé naturelle. Il n'y avait pas vraiment de formation de bioélectronique. Donc, j'ai fait un peu comme pour Béchamp. Je me suis plongée dans le sujet à C'est fond. ça. Oui, bah, j'en profite pour rappeler ça, que tu es l'auteur de ce livre, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant. Je t'ai invité à l'occasion pour en parler dans un Science en conscience. Et puis avant ça, on avait déjà fait une émission ensemble sur Béchamp. Donc voilà. Maintenant, il y a voilà la comment dire la concrétisation de ton travail dans ce petit livre d'une centaine de pages qui est vraiment intéressant sur Béchamp justement et qui peut servir d'introduction d'ailleurs à voilà à ta vision de la bioélectronique qui Et la s'élargit avec le temps aussi. C'est et ça. il y a une annexe sur la bioélectronique d'ailleurs dedans. Ah, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, je l'ai lu il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, et du coup, oui, Ouais, exact, exact. Oui, c'est oui. l'article que j'avais écrit pour la IMCIB, Ah oui, ça y est. Oui, le oui. premier article que j'ai réussi à faire passer à la IMCIB. L'AIMSIP, c'est Voilà. l'Association internationale de médecine scientifique, euh, Indépendante et bienveillante. indépendante et bienveillante, c'est ça, voilà. Ok. Voilà. Mmh. Ok, très bien. Bon, bah écoute, je te laisse du coup commencer ta présentation sur améliorer son terrain grâce à la bioélectronique, Vincent.
Oui, je pense qu'on peut vraiment améliorer son terrain grâce à la bioélectronique, Vincent. Et toutes ces mesures, alors on va commencer par tous les livres que j'ai là dans ma bibliothèque Mhm. qui m'ont inspiré. Donc c'est celui de Roger Castel que tu avais dû voir. Exactement, c'est le dernier à Voilà. droite. Il y a une nouvelle édition encore avec qui d'ailleurs avec une nouvelle image. Mhm. Et celui-là, je le présente. Alors je l'ai plus celui-là, je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu. Mhm. Je te le mets parce que je pense qu'un jour l'iridologie, ça pourrait être intéressant comme sujet. Non? Pourquoi pas? Je m'étais posé la question, mais pas. Ouais. Voilà, je trouve ça. Mais voilà. Donc voilà, tous ces livres m'ont servi de base. Donc ça fait longtemps que je me suis pas plongée dans le sujet, puisque je me suis intéressée à Béchamp depuis. Mhm. Mais la théorie de Béchamp est un bon préalable pour encore mieux comprendre les travaux de Louis-Claude Vincent. Donc, je ne sais pas si tes auditeurs ont entendu les conférences que j'ai faites avec toi Je mettrai les liens. sur Si Béchamp. ils sont curieux, Voilà. ils auront les liens, ouais, bien sûr. Mhm. Voilà. De toute façon, j'ai une chaîne YouTube aussi sur Oui, laquelle je développe ça. Je mets les vidéos au fur et à mesure. voilà. Donc, il y a tout à disposition. Mais il est indispensable de présenter pourquoi, pour mieux comprendre la notion de terrain. Mhm. Donc, sur un seul slide, mettre la théorie de Béchamp, c'est une gageure. Donc, je vais essayer quand même de vous faire comprendre les choses pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Voilà. Donc, en fait, ce qu'a découvert Antoine Béchamp, c'est que nous étions entièrement constitués de petites entités qu'il a appelées le microzyma. Le microzyma, c'est le plus petit élément vivant dans nos organismes. Ce qui n'est pas la cellule, parce que c'est Voilà. beaucoup plus petit que la cellule. C'est-à-dire, les scientifiques actuellement s'appuient sur la théorie cellulaire. En réalité, il y a quelque chose de vivant plus petit que la cellule, c'est le microzyma. C'est un très petit ferment de vie qu'avait découvert Antoine Béchamp. Et les cellules sont des assemblages de microzymas. Voilà. Donc, les microzymas sont à l'origine des gamètes, puis de l'œuf. Donc, les gamètes, c'est l'ovocyte chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Ils sont à l'origine de ces gamètes. Ils sont à l'origine de l'œuf et ils sont à l'origine de tout ce qui constitue les organismes vivants, animaux, végétaux et sans doute de leurs gènes aussi. Mhm. Donc, ils sont en particulier à l'origine des cellules. Voilà. Ils se spécifient, donc comme ils sont les premiers éléments vivants dans l'œuf, ce qui est le petit dessin sur mon livre, Mhm. c'est le premier élément vivant dans l'œuf, et donc tout part de là, c'est eux qui sont à l'origine de tout. Et ils se spécifient au cours du développement de l'individu. C'est-à-dire qu'ils vont construire nos cellules, puis ils vont construire les centres vitaux et acquérir une spécificité par rapport à ces centres vitaux. Et ces microzymas vont réaliser eux-mêmes les fonctions de l'organisme dans des cellules dédiées dans lesquelles le milieu, et là on arrive au sujet, est propice à la réalisation de leurs fonctions. Ce milieu est spécifique de la fonction et les microzymas, pour réaliser correctement leurs fonctions, ont le rôle de préserver ce milieu par homéostasie. Ça veut dire ramener toujours les paramètres à l'équilibre. On veut toujours retrouver l'équilibre, c'est ça l'homéostasie. Oui. L'équilibre pour cette fonction. Mhm. Faut être précis, exact. Et en cas de déséquilibre, les microzymas peuvent, par polymorphisme, c'est-à-dire par transformation physique, prendre la forme de bactéries diverses ou de champignons ou de différents microbes. Et tout est une question de milieu. Mhm. C'est-à-dire qu'en fonction du milieu, les microzymas vont construire nos cellules et réaliser leurs fonctions. Et si le milieu est déséquilibré, les microzymas vont former ce qu'on appelle des microbes. C'est-à-dire qu'on les prend pour des parasites, alors qu'en réalité, ils sont le vivant en nous. Et en rétablissant l'équilibre, ils redeviennent microzymas. Donc, ils sont le vivant en nous. En aucun cas, ce ne sont des parasites. C'était le préambule
Donc, j'ai écrit ce livre suite à la première émission que j'avais fait avec Jérémy, qui m'a poussé dans mes retranchements, et qui m'a amené à faire une synthèse qui était, c'était un véritable défi de faire cette synthèse. Et maintenant, ça me paraît évident, maintenant que ça a été fait. Une Donc, fois que c'est fait. merci Jérémy. Non, mais c'est vrai que je te Bah, dois ça. Voilà. je suis content de t'avoir poussé à l'époque et puis voilà, c'est très bien. Tout était juste. Voilà, voilà. Donc cette théorie, c'est vrai que c'est un changement de paradigme complet. Et donc, pour ceux qui la découvrent là d'un seul coup, c'est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez pas imaginer que les parasites qu'on trouve à l'extérieur, qui sont dits parasites, sont en réalité des ferments de vie, qui sont les restes des organismes vivants. Donc ça change tout. Mais ce qu'on retient là, c'est que tout est une question de milieu. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce milieu que tout va bien se passer dans nos organismes ou pas. Exactement. Voilà. Et ce qu'a découvert Louis-Claude Vincent, donc Louis-Claude Vincent, il est du XXe siècle, lui. Il était hydrologue. Il a mis en place des adductions d'eau. Et ces adductions d'eau, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte, il avait des amis du côté de Vertou, toi qui connais bien la région par Ouais. là-bas. Au sud de Il s'était fait des amis, en particulier du maire et de l'adjoint au maire de Vertou. Et après avoir fait ces adductions d'eau, dans lesquelles il avait sans doute beaucoup insisté sur le chlore en voulant bien faire, eh bien, l'adjoint au maire est décédé d'un cancer. Le maire lui-même, plus tard, est décédé d'un cancer. Et Louis-Claude Vincent s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Et c'était des buveurs d'eau, en particulier. Et il a fait des statistiques dans les villes. Donc, il a été à l'origine de la mise en place d'adduction d'eau dans de nombreuses villes en France, sa société. Et il a découvert que sans adduction, on avait toujours des maladies infectieuses, mais avec l'eau traitée par le chlore en particulier, il y avait des nouvelles maladies et le cancer en particulier. Donc, et c'est là qu'il s'est interrogé. Et donc, ce qu'a découvert Louis-Claude Vincent, c'est que, justement, il confirmait cette notion de milieu qui était importante. Et il a cherché à comprendre qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre les eaux de ces différentes adductions. Donc, il a observé également que les eaux de source avaient des effets différents et que c'était les eaux de source peu minéralisées qui apportaient la santé. Il s'est rendu compte que les eaux de source minéralisées avaient également des conséquences et provoquaient des maladies dégénératives aussi. Donc, il a mis en cause le traitement chimique, mais il a également mis en cause la minéralité de l'eau. Et il a cherché à comprendre d'un point de vue chimique, physico-chimique, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans l'eau. Et pour ça, il a analysé différents milieux. Il a créé des milieux physiologiques et il a créé la bioélectronique Vincent en 1948. Donc, il avait trouvé des éléments qu'il aurait voulu mesurer sur un certain nombre d'individus pour pouvoir confirmer ce qu'il pressentait. Et ça lui a été refusé en France. C'est pour ça qu'il est parti à Beyrouth. Ah, ok. Voilà. Et là, il a été soutenu par des médecins, des chercheurs, et aussi par l'université américaine de Beyrouth dans ses recherches. Donc, ils ont fait des milliers de mesures et il avait il testait des paramètres sur les liquides physiologiques et il s'est rendu compte que la valeur des paramètres qu'il trouvait était en correspondance avec l'état de santé ou de maladie, et même il arrivait par les valeurs des paramètres à trouver en aveugle les maladies que les personnes pouvaient avoir. En aveugle,
par exemple, pour le cancer, il était capable de dire on est sur un terrain cancéreux. Il n'était pas capable de dire quel organe était touché, bien sûr. Mhm. Voilà. D'accord. Et ses travaux ont été. Il a quand même été nommé professeur à la faculté d'anthropologie de Paris. La faculté d'anthropologie et de médecine de Paris étaient dans les mêmes établissements. Hein. Mhm. Voilà. Et donc les médecins en particulier se formaient à la bioélectronique à cette époque-là. Hein. Il y a eu de nombreux médecins qui ont été formés à la bioélectronique pendant longtemps. C'est incroyable ça. Ouais. Et puis ça finit par disparaître petit à petit. Voilà. Donc qu'est-ce que la bioélectronique? C'est la science du terrain biologique. Alors je disais que Antoine Béchamp parlait de milieu. Quand on parle de terrain, on va parler d'une manière globale. Mhm. J'ai mis en évidence dans le préambule que les milieux étaient tous différents. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Mhm. Et je le répéterai au cours de cette conférence. Donc, la bioélectronique, c'est une science du terrain biologique qui permet de déterminer l'état de santé d'un individu de manière globale. Et on va pouvoir, à partir de mesures de 3 paramètres physico-chimiques, sur 3 liquides physiologiques qu'a étudié Louis-Claude Vincent, il pouvait déterminer l'état de santé d'un individu. Mhm. Donc, ces 3 paramètres. Donc là, on va être très technique, mais il faut en passer par là. Et ça fait pas de mal non plus parce que, moi, je sais pas, mais quand je faisais de la chimie, pH, tout ça, finalement, je sentais pas ce que ça pouvait ça représentait vraiment. Mhm. Là, ce qu'on a, si on part de l'hydrogène, alors, il faut savoir qu'on est essentiellement constitué d'eau et que quand on analyse des solutions, toutes les réactions qui se produisent à l'intérieur des solutions se font grâce à l'eau et particulièrement grâce à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le plus petit élément dans le tableau de Mendeleïev. Il contient un proton, donc le noyau, avec son proton, qui est considéré comme l'énergie positive. Et il comporte un seul électron. Donc, le proton lui-même est responsable des réactions acido-basiques, c'est-à-dire qu'il va passer d'un élément acide à un élément basique, en fait. Et l'électron va servir aux réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire que l'électron va être réclamé par un élément oxydé, oxydant, oxydatif, et il va être fourni par des éléments réduits. Et c'est la base c'est la base de toutes les réactions physico-chimiques de nos organismes. Hein. Voilà, donc quand on a compris ça, on a le pH qu'on connaît et qu'on est capable de mesurer. De 0 à 14, en fait, c'est ce qu'on mesure exactement. En réalité, c'est un logarithme, un cologarithme. C'est-à-dire que proche de 0, on va avoir énormément de protons. C'est ça. Et au fur et à mesure, à 1, on divise par 10 au fur et à mesure. On va en avoir 10 fois moins avec un pH de 1, 10 fois moins avec un pH de 2, etc. Et on estime que un élément est acide entre 0 et 7, c'est-à-dire qu'il est fournisseur de protons. Mhm. Et au-delà de 7 à 14, il est considéré comme preneur de protons. Donc, quand on dit proton, on parle du noyau de l'hydrogène. En réalité, pour être précis, c'est H3O+. C'est l'eau qui a capté un proton. Ouais. Ce proton est allié à une molécule d'eau en général dans les réactions physico-chimiques, dans les réactions chimiques. Voilà. Et donc, c'est une mesure qui est très pratique et qui peut se faire directement en plus. Donc, c'est quand même facile à mesurer. On a le RH2. Alors, c'est quasiment pas connu. Hein. Le RH2, c'est vraiment bon, c'est pas Louis-Claude Vincent qui l'a découvert. Il était découvert avant, mais on n'en parlait pas plus. Il a approfondi le sujet. C'est Joseph Roszak, un
une personne qui est décédée, un chercheur en Belgique d'origine hongroise, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps et qui, on lui avait confié de contredire la bioélectronique à la faculté de Louvain, je crois. On lui avait dit, on cherche quelqu'un pour essayer de démonter tout ça parce que ça nous gonfle un peu, quoi. Et en fait, il a trouvé ça tellement passionnant qu'en fait, il est devenu un défenseur de la bioélectronique. Et en particulier, il redéfinit complètement le RH2. Donc, il y a toute une étude qu'on peut retrouver. Donc, vous aurez les liens sur mon site. Voilà. Donc, le RH2, c'est quoi? Ça se mesure un peu comme le pH, de 0 à 42, avec une neutralité à 24 qui correspond quasiment à un électron disponible par millimètre cube de solution. Et donc, c'est pareil, à 0, on a beaucoup d'électrons, et à 42, on n'en a plus du tout, et même déjà à 24, on n'en a quasiment plus. C'est-à-dire qu'entre 0 et 24, on a des électrons disponibles, donc c'est les réducteurs, et au-delà, on est dans les oxydants, au-delà de 24. Voilà. Et ces éléments se retrouvent dans ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction. Donc, c'est le potentiel de Nernst pour ceux qui ont fait de la chimie. Et cette formule, c'est Joseph Orzag qui l'a analysée et qui a montré qu'effectivement, le potentiel de Nernst, on peut le traduire de cette manière-là, c'est-à-dire une constante qui est K, qui est liée à la température, et puis le RH2 et le pH. Et donc, on pourrait appeler ce potentiel électromagnétique, parce que le pH, comme c'est le noyau, le mouvement des protons produit une énergie magnétique, alors que le mouvement des électrons va produire une énergie électrique. Et ce potentiel, s'exprimant en fonction du RH2 et du pH, nous apporte des éléments, un renseignement sur l'énergie électromagnétique. Donc, alors, ce potentiel, il est en millivolts. Ça, c'est pour vous rendre compte qu'on est vraiment... là, c'est des choses complètement mesurables. Hein. Voilà. Donc, l'appareil de Louis-Claude Vincent, il mesurait directement le RH2. Le bioélectronimètre de Louis-Claude Vincent mesurait directement le RH2, comme on mesure le pH. Tous les appareils qui ont été faits par la suite mesuraient plutôt ce qu'on appelle le redox, donc le potentiel électromagnétique, et recalculent le RH2 par rapport à la température, au pH et au redox. Et donc, il pouvait y avoir sur les nouveaux instruments bioélectroniques peut-être quelques incertitudes aussi. Et l'appareil de Louis-Claude Vincent était vraiment un excellent appareil. Ensuite, on a un troisième paramètre qui est, vous vous souvenez il mettait en cause la minéralité de l'eau. Il a décidé de mesurer ce qu'on appelle la résistivité. Vous connaissez la résistance, la résistivité, c'est en ohms aussi, mais ohms centimètres. Voilà, donc c'est par rapport à une certaine dimension. Et donc, c'est la capacité à résister au courant électrique. Il a décidé de mesurer, ça fait faire des nœuds dans la tête un peu, parce que c'est l'inverse de la minéralité, c'est l'inverse de la conductivité, et donc de la minéralité. Entre la conductivité et la minéralité, c'est juste un paramètre également, qui est lié au type de minéraux. Si les minéraux vont plus ou moins conduire. Voilà. Donc, on est en ohms centimètres. Rassurez-vous, on va vite passer la partie technique. Voilà, c'était juste pour avoir les notions, mais c'est pas ça en fait c'est la base théorique dont on a besoin quand on pratique la bioélectronique Vincent, mais en tant que quelqu'un qui ensuite va tester le terrain, voilà, on n'est pas obligé d'aller au bout, voilà, c'est pour poser les choses, disons. Ouais, voilà, mais c'est pour mieux comprendre également, C'est mieux, c'est mieux. Voilà.
et surtout qu'on va revenir à la compréhension des choses, donc on est obligé d'en passer par là. Et je passe sur un dernier paramètre, Mmh. enfin c'est un calcul, l'énergie bioélectrique, parce que là on est en microwatts par litre, c'est-à-dire qu'on a une énergie vitale qu'on peut mesurer. Et j'en reparlerai un peu plus loin. On va avoir besoin qui est fonction de ces paramètres-là, c'est-à-dire de l'énergie bioélectrique au carré divisé par la résistivité. C'est-à-dire qu'il se calcule à partir de ces 3 paramètres. En fait, ces 3 paramètres de la bioélectronique, le pH, le RH2, le ρ, à partir de là, on peut tout calculer. Et quand on pense qu'on calcule en énergie bioélectrique, et c'est-à-dire que notre sang a une énergie vitale, et que cette énergie, suivant qu'elle est trop forte ou pas assez, ça va jouer sur la santé. Pareil, le potentiel électromagnétique en particulier. Alors, allons-y. On va déjà voir ce qu'on peut faire avec 2 paramètres, plus le paramètre déduit, qui est le paramètre électromagnétique. Louis-Claude Vincent a créé ce qu'il a appelé le diagramme Vincent. Et c'est génial ce diagramme parce qu'on peut tout voir dessus. Alors, je reviens sur là, vous vous souvenez, ce potentiel électromagnétique en millivolts, il s'exprime en fonction du RH2 et de 2 fois le pH. Et donc ici, on retrouve ces lignes-là. Ce potentiel, je l'ai représenté sur le diagramme, c'est ces lignes-là. On a le pH ici, là en abscisse, et le RH2 en ordonnée. Donc, de 0 à 7, on a beaucoup de protons, de plus en plus au fur et à mesure qu'on sera proche de 0, d'accord? Et au-delà de 7, on est alcalin ou basique. Ça veut dire que on est demandeur de protons, on en manque dans la solution. Ici, en ordonnée, le RH2. Au-dessus de 28, on a l'oxydation, et en bas, on a la réduction. Voilà. Et donc, ici, on retrouve le potentiel électromagnétique. On voit par exemple qu'il était en fonction du RH2 et de 2 fois le pH, c'est-à-dire pour 7 du pH, on a 14 en RH2. Et cette ligne de 0 millivolts, elle est intéressante parce qu'en fait, tout ce qui est au-dessus, c'est aérobie, c'est oxydatif. Et tout ce qui est en dessous, c'est anaérobie, c'est ce qui est à l'abri de l'oxygène. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on mesure? Louis-Claude Vincent, il a mesuré 3 liquides physiologiques. Le sang, et ce qu'on voit là, c'est la limite vitale du sang, c'est-à-dire qu'au-delà, c'est la mort. Le sang de santé, il se trouve là. Donc, c'est des paramètres très, très réduits. L'urine de santé, on la trouve là. Bon, c'est très approximatif, hein, le dessin. Faut pas s'arrêter exactement à la précision. Et la salive de santé, voilà. Et on constate, et ça, c'est quelque chose de très intéressant à constater, c'est qu'ils sont dans des valeurs assez proches. Bon, d'accord, le sang est plutôt alcalin, l'urine et la salive sont plutôt acides, mais ils sont dans des valeurs assez proches dans le cadre de santé. Et on s'aperçoit que plus l'individu est déséquilibré, plus ces paramètres vont s'éloigner. Ah, vous comprenez l'importance quand je dis il faut savoir de quoi on parle. Quand je dis il faut savoir de quel milieu on parle toujours. Et donc quand on parle de l'état de santé d'une manière globale, donc du terrain, il faut ensuite, si on dit que le terrain est par exemple ainsi, il faut préciser de quel milieu on parle. Donc, le sang va représenter la nutrition, les fonctions que représentent ces différentes liquides physiologiques. La nutrition pour le sang, parce qu'il vient puiser nos nutriments au niveau des intestins. Et les paramètres des aliments qu'on mange vont avoir une incidence sur les paramètres du sang. Donc, on va pouvoir mesurer les paramètres des aliments qu'on mange ou des boissons qu'on boit. On va pouvoir mesurer et voir un petit peu les incidences que ça a sur le sang. Et dans l'ensemble, le sang va évoluer dans le même sens.
La salive, elle, on va s'intéresser aux fonctions digestives. Et l'urine, on va s'intéresser bien entendu à la manière dont on élimine tout ça, d'un point de vue physico-chimique. Donc par exemple, une urine acide, on pourra le constater tout à l'heure, a une signification actuellement, et quand on parle d'un terrain acide, c'est l'urine qui est acide. Et l'urine est également l'image du milieu intérieur. Je vais revenir là-dessus. Mhm. Donc, ce qu'on constate, c'est que ces paramètres-là, ils ont une homéostasie, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs qui sont très ciblées, très limitées Mhm. dans le cadre de santé. Ce sont les paramètres vitaux et ces plages sont restreintes. Et quand quand les mesures physiologiques tombent dans ces plages-là, on est vraiment en santé. Et je peux vous assurer que c'est très rare. Ah oui, bon. Oui, carrément. C'est carrément très rare. Bon, c'est des mesures qui ont été prises sur des jeunes sportifs vraiment en excellent état au départ. Et voilà. Donc, Donc la référence est un peu restrictive, c'est ça? oui, Voilà. oui, ben forcément, mais on les trouve Ok, ces paramètres, et on s'en rapproche quand on retrouve la santé aussi. d'accord, Donc d'accord. ça, c'est intéressant de voir ça. Et je peux t'assurer que j'ai pu le constater moi-même. Mhm. Parce que parmi mes expériences de jeûne, j'ai fait une fois un jeûne de 3 semaines, Mhm. Wow. ce que je recommande pas, hein. J'ai décidé de le faire, c'était une décision que j'avais prise, c'est quelque chose qu'on doit faire en accord avec soi-même, Mhm. et que c'était une expérience sur moi, en fait, hein. Mhm. Et j'en ai profité pour faire des mesures d'urine pendant toute la période pendant ces 3 semaines, et j'ai retrouvé des mesures d'urine de santé à la fin des 3 semaines. Ah oui, ok. Donc, c'est parlant quand même. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, on avait vu le diagramme et le sang de santé, et on s'aperçoit, si on observe dans le cas du cancer en particulier, mais c'est le cas des maladies de notre société actuellement, c'est-à-dire que notre société, le sang s'oxyde de plus en plus. Bon, il s'alcalinise pas forcément. Il s'oxyde en tout cas beaucoup. Mhm. D'accord? Et ce qu'on constate, c'est que dans ces cas-là, l'urine devient de plus en plus acide Mhm. et réduite. Mhm. Et c'est là, quand on parle d'un terrain acide, on a le tort, ça veut rien dire un terrain acide. Ça veut rien dire parce que si on pense à Louis-Claude Vincent, quand il parlait du terrain, c'est en termes de sang qu'il donnait le terrain. Et quand on dit un terrain acide, et c'est récent hein, qu'on parle beaucoup de terrain Oui, acide, oui. et j'ai vu beaucoup de naturopathes, alors que la naturopathie au départ, elle est très bien faite. On parle que du pH, mais on parle d'éléments acidifiants, on ne parle pas d'éléments de terrain acide en naturopathie. Mhm. C'est une déviance. C'est Ok. une déviance. C'est-à-dire que les gens ont interprété et sont partis, et j'ai entendu des naturopathes dire oui, mais c'est parce qu'il a le sang acide, mais c'est n'importe quoi. Mhm. C'est-à-dire, c'est une extrapolation, et voilà. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est quand le sang s'oxyde, l'urine devient réduite et acide. Mhm. Et ce que je disais, c'est que quand on a un déséquilibre à l'intérieur, les milieux deviennent de plus en plus distants d'un point de vue des valeurs physico-chimiques. Oui, c'est ça. Les ellipses qu'il y avait dans le diagramme précédent vont s'écarter, c'est ça, quand on a Complètement. un Alors, le déséquilibre. sang, la salive, elle va dévier. Alors, je me souviens plus, j'avais étudié tout ça de près. Mhm. La salive va dévier plus dans le sens du sang, en même temps que, D'accord. Mhm. voilà. Par contre, ce que je veux souligner au passage, je disais tout à l'heure que l'urine, elle était l'image du milieu intérieur. Ce qui est important de comprendre, donc on a plein de milieux qui sont tous différents. Et ce qui se passe, c'est que les paramètres physico-chimiques s'inversent au passage des membranes. Mhm. Quand par exemple, j'expliquais que le sang, c'est à toi que j'expliquais ça, que le sang s'oxydait, et c'est l'oxydation du sang qui provoquait
l'urine acide, le sang oxydé ne peut plus capter l'oxygène au niveau des poumons et donc il va utiliser le métabolisme anaérobie. Et le métabolisme anaérobie fabrique du lactate dans la cellule. Le cytoplasme des cellules devient plus alcalin. Et c'est le lactate, en sortant de la cellule, dans le milieu interstitiel, devient acide lactique par échange de molécules d'eau. Et donc, au passage de la membrane, on passe d'un milieu particulièrement alcalin, trop alcalin justement, à un milieu complètement acide. Mmh. Donc, vous comprenez que quand on parle de terrain acide, ça ne veut rien dire. On est dans des milieux qui sont justement de plus en plus alcalins pour le cytoplasme, alors que le milieu interstitiel, lui, devient de plus en plus acide. Mmh. Et donc, quand on veut parler d'un terrain acide, c'est l'acidose de l'urine. Et donc, le milieu interstitiel, l'acide lactique, ressort par les urines. Donc, il y a encore une inversion au niveau des reins et à nouveau une inversion quand ça passe dans l'urine. Mmh. Et donc, voilà. Et c'est un jeu de transformation. C'est pour ça que tant qu'on ne mesure pas un milieu précis et tant qu'on ne parle pas, quand on ne parle pas en termes de milieu précis, on risque de faire des grosses erreurs. Ouais. Voilà. Alors, j'ai pas mal insisté là-dessus. Donc, l'intérêt de la mesure du sang, donc de mesurer le sang, donc je disais que j'ai déjà expliqué, il est influencé par les aliments qu'on mange dans la mesure où il vient capter directement les aliments, indirectement qui ont été fermentés par l'intestin. Mais c'est ce qu'on va manger qui va influencer le sang. Et le sang passe au niveau des poumons et va être influencé par ce qu'on respire. Mmh. Voilà. Ça va avoir aussi une grosse importance, ça. Donc, on peut tout mesurer. On peut mesurer plein de choses. On prend une solution, on prend un jus d'orange, on met nos électrodes, on va pouvoir mesurer des choses. Donc, avec ces cadrans, donc pH, RH2, on peut mesurer nos aliments et puis voir un peu quelle incidence ils vont avoir après sur notre sang. Sur notre sang. Et donc, souvenez-vous, ce que je disais, c'est que ce cadran-là, il est riche en protons, riche en électrons. Ça a une signification. C'est pour ça que c'était important de comprendre ces paramètres et leur définition. C'est que la richesse en protons et en électrons, c'est ce qui montre la vie. C'est-à-dire, c'est l'énergie. Ce cadran-là, c'est la zone de construction de la vie. Et dedans, on y trouve tout ce qui est riche et ce qui va nous enrichir, ce qui va nous apporter de l'énergie. Donc, on y trouve les eaux de qualité, on y trouve les fruits et légumes bio, les ferments, les vitamines, graines germées, enzymes. Les enzymes, c'est les microzymas qui produisent les enzymes. Donc, tous les aliments vivants contiennent des microzymas qui peuvent être détruits par la seule manière de détruire les microzymas, c'est la chaleur. Donc à chaque fois qu'on va les cuire, on va retrouver des aliments qui vont avoir perdu justement leur potentiel électromagnétique et leur richesse en protons et en électrons, qui sont fournis par les microzymas et par les enzymes. Donc les microbes utiles, les algues vertes. D'autres choses, c'est des exemples, ce que je donne là. Je vous ai remis le sang ici juste pour vous rendre compte. Ce qu'on voit là ici, dans la deuxième zone, c'est la zone de croissance, parce que c'est là qu'on trouve aussi les maladies infantiles. Oh. Quand on dit qu'on trouve une maladie, ça veut dire qu'on a mesuré le sang veineux pour cette maladie. C'est les paramètres du sang veineux pour la maladie. On va y trouver les champignons, les mycoses. Donc quand on sait qu'on a des moisissures, il faut se dire qu'on est dans un milieu oxydé et acide. Voilà, on y trouve les antibiotiques, les aliments dévitalisés et plein d'autres choses. Là, dans cette zone 3, on n'a plus ni protons ni électrons, on est dans la dégénérescence. C'est la zone de dégénérescence et on a
on y retrouve les maladies dites virales. Donc, à l'époque où j'avais fait ma première conférence, je mettais les virus. Bah oui. Maintenant, j'ai compris que les virus, c'était les microzymas et que c'est juste l'état de santé qui fait que les microzymas vont réagir différemment. Et c'est le cas d'une maladie virale dans ces cas-là, dans ce cadre-là, c'est-à-dire on est dans la dégénérescence, on est complètement oxydé. L'eau du robinet est complètement oxydative. Où est passé mon curseur? Le lait UHT, à chaque fois que j'expliquais là que les microzymas fournissaient des enzymes, donc et qu'ils étaient tués par la température. À chaque fois qu'on va pasteuriser, on va monter en température, on va tuer la vie de l'aliment. Et c'est une vie qu'on perd, donc qu'on perd au niveau de la richesse de notre nourriture. L'ionisation, les pesticides, tout ce qui oxyde, voilà. Et la zone 4, c'est la zone de destruction. On y retrouve la putréfaction. La putréfaction, les algues brunes. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir revenir sur Béchamp, mais maintenant que j'ai cette vision-là, les microzymas, ils nous construisent et à la fin, ils nous putréfient. Voilà. On est dans la zone de destruction. Donc, on y retrouve des bactéries qui sont là, et maintenant que je l'ai compris, donc c'est des microzymas qui prennent la forme de bactéries parce qu'elles ramènent les matières organiques à l'état minéral et que c'est leur boulot. Donc, en fait, c'est juste un retour, c'est un nettoyage de la nature, en fait. C'est une fin de cycle, hein, c'est ça? C'est une fin de cycle, exactement. Louis-Claude Vincent, d'ailleurs, il disait qu'on suivait ces 4 cycles au long de la vie. D'ailleurs, on a les maladies infantiles dans le deuxième cadran, que là, la zone de croissance, la zone de construction, la zone de croissance, la zone de dégénérescence, parce qu'on a tendance à se dégénérer et malheureusement, on fait tout pour. Et ensuite, eh bien, on arrive à la mort et à la putréfaction et on passe par les 4 phases normalement dans notre vie. Voilà. Donc, on peut essayer de se maintenir pour éviter de passer par le stade de maladie et essayer de se maintenir au plus près de la zone de santé. Donc, c'est comme ça qu'on a la notion de terrain bioélectronique que j'ai largement expliqué là. Donc, ces différentes zones sont différents terrains bioélectroniques et donc c'est une manière globale de voir les choses. C'est-à-dire que là, sur ce même diagramme, on avait vu qu'on avait mis nos liquides physiologiques, mais si on représente le sang dans le cadre de maladies, on va trouver la peste tout en bas. C'est-à-dire qu'on était dans des périodes, quand on a eu la peste, différentes maladies infectieuses, la variole et tout un tas de maladies, on les retrouvait par là. Et on était dans des périodes où les gens se nourrissaient sans doute de choses qui avaient fermenté et ils avaient sans doute un sang très réduit. Alors que maintenant, on est à force de tuer les microbes et de vouloir tout cuire et surcuire, on est complètement oxydé. C'est-à-dire qu'on a complètement changé de terrain, sans doute par rapport à une certaine époque. Et c'est pour ça que ces maladies qui apparaissaient à une certaine époque ont disparu. Dans les zones 2 et 3, donc, on va retrouver les médicaments, les aliments industriels, la pollution chimique, les ondes, les ondes électromagnétiques, donc oui. On va retrouver le chlore, l'ozone, les métaux lourds dentaires. Ça, c'est quelque chose d'important dont il faut se débarrasser. Et dans la zone 1, j'ai mis les vitamines. Louis-Claude Vincent, c'était vraiment un génie, ce gars-là. Hein. Il a pas fait que la bioélectronique, Vincent. Il a fait aussi, alors j'ai 2 tomes, Le paradis perdu de Mu. Ah oui. Il a fait des études mais incroyables. Il est remonté
il est remonté vraiment dans l'histoire et il a compris des choses extraordinaires. Donc, il y a vraiment des choses très, très intéressantes dans son livre. Et à l'époque des patriarches, il y avait l'Asclépia, ce qu'on appelait l'Asclépia acidate. C'est-à-dire que c'était une époque, selon lui, où on a vécu très longtemps et on soignait avec ce qu'on appelait l'Asclépia acida, le médecin acide. Et donc, ça devait être une herbe fermentée, je pense. Voilà. Intéressant. Et donc, je sais plus exactement. Et donc, par contre, Louis-Claude Vincent disait que la vitamine C pourrait être notre Asclepia acida. Hmm. Voilà. Ok, bah, c'est l'acide ascorbique. Bon, il y a quelques, je sais pas, Oui. des petits passages des petits morceaux qui marchent. Je sais pas. Ok. Donc, là, j'avais parlé des 2 premiers paramètres et du potentiel électromagnétique. Je vais vous parler de l'autre, donc la résistivité. Je vais vous parler en termes de minéralité, ce sera plus facile parce que minéralité, ça représente un nombre de minéraux. Donc c'est à l'opposé, c'est-à-dire plus la minéralité est élevée, plus il y a de minéraux, plus la résistivité est faible. D'accord? Hmm. Plus le courant Voilà, traverse facilement l'eau parce que c'est chargé en ions, quoi. voilà, Mhm. exactement. Donc, cette résistivité, elle a un rôle essentiel. Elle va apporter, alors, on est essentiellement constitué d'eau. Vous savez, mais c'est Marc-Henri qui explique que nos cellules sont constituées à plus de 99% de molécules d'eau. Mhm. Donc en poids, ça représente beaucoup moins, ça va varier de 80 à 60 suivant l'âge de l'individu et de son état de santé et de son hydratation. Mais sinon, en termes de molécules, mais il faut savoir que c'est les molécules qui entrent en jeu dans des réactions chimiques. Une petite molécule a autant d'importance qu'une grande molécule. Donc, en fait, ce pourcentage est élevé. Tout passe par l'eau. Et la légèreté de l'eau, donc Louis-Claude Vincent, souvenez-vous au tout début, je vous disais qu'il constatait que les eaux de source peu minéralisées étaient porteuses de santé. C'est-à-dire, plus il y a de minéraux dans l'eau, plus il y a des soucis. Et la fluidité du sang a énormément d'importance. Donc ces mesures, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment, on constate vraiment des choses par rapport à ces mesures. Donc ce que j'ai représenté là, ce que vous voyez là, c'est la limite vitale du sang. Vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est au-delà de ça, le sang, au-delà de ces limites, on meurt. Hein. Oui, tu as fait un zoom là, Donc, hein, c'est ça. exactement, Mhm. c'est un zoom sur cette limite vitale du sang. Voilà. Donc, on retrouve notre RH2, là, cette fois, entre 14 et 34, et notre pH entre 5 et 10. Mhm. Donc, notre zone vitale du sang. Donc, le sang de santé. Et j'ai représenté juste quelques maladies. Et ce que vous voyez là, c'est la ligne des thromboses. Donc, on s'intéressait au troisième paramètre et donc, cette résistivité. Donc, pour mieux vous la représenter, plus c'est bas, inférieur à 160, plus il y a de minéraux. Et dans ces cas-là, le sang est complètement entartré. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on va se retrouver avec carrément des carences, hein, au-dessus de 250. Si on voit un sang, une personne qui finalement, d'un point de vue pH et RH2, n'est pas trop oxydée, etc. C'est rarement le cas en général, il y a les deux en même temps. Mais quelqu'un qui est chargé, mais des métaux lourds, du coup, peuvent faire beaucoup de choses là. Quelqu'un qui est très chargé en minéraux, c'est-à-dire ici, avec une valeur de 110, c'est-à-dire un sang complètement entartré, il y a un risque de thrombose. Donc ces mesures que j'ai mis là, 110, 120, 130, 148, 180, 200, c'est des valeurs constatées. Et ce qui est phénoménal, c'est cette ligne droite, c'est cette ligne. Et cette ligne, elle correspond en fait, vous vous souvenez, je vous parlais de cette énergie bioélectrique
Et cette énergie vitale, qui peut être trop grande à un moment donné, trop forte, insupportable pour l'organisme. Et on s'aperçoit que ça correspond, quand on prend les valeurs du pH, du RH2 et de la résistivité et qu'on effectue ce calcul, on tombe sur une valeur d'énergie vitale de l'ordre de plus de 500 microwatts. C'est-à-dire que la valeur, cette énergie vitale, si on la mesure, elle peut nous dire qu'on a un risque de coagulation du sang. Donc c'est un paramètre intéressant, parce que plus de 500 microwatts, c'est énorme pour le sang. Et finalement, c'est bien plus courant qu'on ne l'imagine, hein, quand on fait les mesures. Hein. On s'en rapproche de plus en plus. Un sang de santé devrait être dans les 200 microwatts par litre. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Et donc, voilà, donc c'est énorme. C'est-à-dire que cette ligne, d'avoir retrouvé sur une même ligne, c'est bien la preuve qu'il y a vraiment une valeur typique pour l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient insupportable pour le sang et il y a une fabrication, une coagulation du sang. J'ai représenté quoi? Donc, ce qu'il y a aussi pour le sang de cancer, on s'aperçoit que là, c'est des mesures prises donc pour des gens cancéreux et la résistivité c'était un sang entartré à chaque fois. Et les gens qu'on trouve dans des zones de cancer, ils ont un sang entartré. Ici, c'est la partie irréversible du cancer, c'est-à-dire que le sang est tellement entartré, où le sang est tellement oxydé, vous remarquerez qu'on est dans la partie haute de l'oxydation, que là, on a peu de chance, on n'arrive pas à revenir en arrière, hein, c'est irréversible. Voilà, j'ai représenté d'autres. Alors, l'importance est là, c'est là qu'on voit la bonne hydratation, c'est-à-dire une hydratation fluide, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument une eau légère pour éviter ce genre de situation. Mais je signale quand même, et là je rajoute un cas particulier, et c'est-à-dire que Louis-Claude Vincent, il était capable de retrouver les maladies. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il trouvait des paramètres. L'ensemble des 3 paramètres étaient caractéristiques de la maladie. D'accord? Et je signale en particulier, donc la ligne verte, on trouve en bas, ici on trouve les névroses, l'insomnie, les névroses. Et là, on trouve l'épilepsie. Donc, ce trait vert, ça montre que c'est des maladies oxydatives, c'est-à-dire qu'on est très oxydé. Et quand on fait la mesure pour l'épilepsie, quand on fait la mesure de la résistivité, on s'aperçoit qu'on est dans un sang d'une résistivité très élevée, c'est-à-dire très faible en minéraux, c'est-à-dire qu'on est dans des cas de déminéralisation complète, dans des cas de carence complète, d'anémie complète. Peut-être un problème d'assimilation minérale, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un constat. Voilà. On pourrait, Louis-Claude Vincent, il mettait sur ce diagramme, il représentait la prise de terre ici, comme une prise d'électrons. Ok. Prise de terre qui sera, je précise, le sujet du mois prochain avec Gaëtan Chevalier. Voilà. Et dans le sens où, quand on se met à la Terre, on récupère des électrons. Donc, vous comprenez bien que quand on est dans le cadre réduit, on récupère des électrons. Tout ce qui est antioxydant, c'est un apport d'électrons. Et ce qu'expliquait Roger Castel, donc dans le livre, donc je vous reparlerai encore plus loin de Roger Castel. Dans son livre, il expliquait que les gens qui sont épileptiques, c'est sans doute le Claude Vincent qui expliquait ça d'ailleurs, en les mettant en contact avec la terre, donc en les allongeant, si on prend une personne épileptique, si on l'allonge sur l'herbe ou sur la terre, on va calmer son épilepsie. Donc déjà, parce qu'on voit que c'est vraiment une maladie, c'est quelqu'un qui est suroxydé, l'épilepsie. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui a provoqué ça, cette réaction très, très oxydative et quelque chose qui empêche les minéraux
de se fixer dans le sang, peut-être, voilà, il y a quelque chose d'énorme au niveau de l'épilepsie. Donc, je signale la prise de terre déjà à ce moment-là pour signaler à quel point ça peut agir sur l'épilepsie, au moins sur le moment. Quelqu'un d'épileptique, vous l'allongez sur la terre, hein, ça va calmer les choses. Voilà. Donc, à propos des thromboses et du risque donc des minéraux et d'une surcharge du sang, d'un entartrage du sang au niveau en mesurant la résistivité, il est très très important d'avoir une bonne fluidité du sang et d'avoir une bonne hydratation donc pour ça. Mmh. Et pour avoir une bonne hydratation, il faut commencer par avoir une bonne eau. Donc l'eau, j'ai déjà dit que l'importance de l'eau et son pourcentage dans les cellules en particulier. Les microzymas aussi contiennent de l'eau, hein, dans l'analyse que Béchamp. Antoine Béchamp a fait. Mmh. Il trouvait 80% d'eau dans les microzymas. Mmh. Et donc, quand on a une résistivité élevée, la minéralité est faible et l'eau est légère. Et on voyait, à propos des thromboses, si je reviens sur les thromboses, si on veut échapper ici à une thrombose, alors que voilà, il faudra avoir une résistivité plus élevée. Une bonne fluidité du sang, c'est entre 190 et 220 ohms centimètres. Mmh. Voilà, donc il faut boire une eau légère, c'est indispensable. Avec donc une faible minéralité. Faible minéralité, Louis-Claude Vincent disait en dessous de 120 mg par litre, 100 mg par litre. Il s'était occupé, c'est lui qui s'est occupé, je sais plus, c'est pas lui qui a commercialisé en tout cas, il s'est occupé de l'eau de Volvic. Et à cette époque-là, l'eau de Volvic était particulièrement bonne parce que elle était dans les 120, mais elle contenait beaucoup de silice et c'est un minéral qui est assimilable. Mmh. Elle est toujours, riche en silice, hein, l'eau de Volvic, hein? Ça a pas Riche en silice, oui, sans doute, oui, ouais, oui. ouais. Mais c'est plus la même source Ah d'accord. que celle de Louis-Claude Vincent. D'accord. Il habitait dans la région d'Auvergne, justement. Voilà. Donc, l'important d'un sang fluide, c'est de pouvoir transporter les nutriments correctement des intestins vers le sang Mmh. et d'apporter une bonne hydratation, puisqu'on a besoin de cette eau, cette fameuse eau qui est une perte au moment de la vieillesse. Plus le sang est chargé, plus on a de capillaires bouchés. Alors, je sais plus, mais je crois qu'à 60 ans, on a pas loin de 60% des capillaires qui sont bouchés. Ah oui. Ouais. Ça dépend de la santé des uns et des autres. Bien sûr, ouais. Mais voilà. Alors, ces minéraux, donc quand on boit une eau légère, donc vous pouvez voir. Comment vous pouvez savoir si une eau est légère? Vous regardez sur le dos de la bouteille, vous regardez résidu sec. Donc je disais 120 mg par litre, c'est le grand maximum. Il faudrait dans les 50 mg par litre. La Volvic, c'est une eau minérale, mais si on prend des eaux de source, alors attention, il y a des eaux de source qui sont très chargées en minéraux. Il faut vraiment aller chercher les eaux peu minéralisées. Voilà. Ce qui se passe, c'est comment ils ont mesuré ces résidus secs. Ils ont fait évaporer l'eau et ils ont retrouvé des résidus secs. Ça ressemble à du sable. Qu'est-ce que ça fait dans nos organismes? Ça charge le sang. Les minéraux qui sont dans l'eau ne sont pas assimilables. Et donc, ça charge le sang et ça finit par se déposer comme un sable et ça encrasse les reins. Donc, ça a des conséquences énormes, hein, parce qu'on élimine plus bien et puis en plus on charge de plus en plus le sang et donc on va plus apporter correctement tous les éléments dont on a besoin. Et Alors qui plus est, on a vu que plus le sang était chargé,
plus on a des risques de thrombose, Mmh. chargés en minéraux. Vous vous Mmh. souvenez, d'accord? Oui. Juste une petite, enfin, un apport. J'ai reçu Kevin Lamberger au mois de février sur l'eau et lui disait que les minéraux de l'eau sont assimilables en présence de matière organique, en fait. Voilà, Voilà. tout à Si fait. c'est seul, c'est pas assimilable, mais avec un En peu de matière fait, organique, ça l'est, ça le devient. voilà, ce sont les végétaux qui permettent l'assimilation des minéraux. Mhm. Les végétaux, eux, sont les seuls à pouvoir assimiler les minéraux directement. Mhm. Nous, on ne sait pas. Donc, on a besoin que les minéraux soient chélatés, c'est-à-dire que les végétaux nous les fournissent sous une forme chélatée. Mhm. Tout à fait. Après, je pense qu'il disait aussi, du coup, avec l'alimentation, quand on mange, si on boit en même temps, mais c'est pas l'idéal parce que ça va perturber Non. l'alimentation, mais c'est à ce moment-là qu'on pourrait assimiler les minéraux. Si on boit une eau très chargée, Voilà. c'est-à-dire si quand on boit de la badoie ou des choses comme ça, Par ou des exemple, il disait on pouvait faire une soupe avec de l'épar. ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? C'est sûr, c'est sûr. Par contre, oui, à un moment donné, il va falloir que nos organismes aient leur eau Mmh. légère, hein. Mmh. Et donc, à un moment donné, il faut apporter une eau légère. Mmh. Donc, faut voir, faut voir. Mais donc l'assimilation des minéraux, alors j'étais, je sais plus très bien. Ah oui, ce que je voulais dire à propos de ça, justement, la chélation des minéraux, c'est justement finalement tu anticipais ce que je voulais dire là. Donc c'est les plantes qui assimilent les minéraux, qui nous les fournissent sous une forme assimilable Mmh. et par le biais de la viande aussi, hein, après Mmh. tout, ou par le biais d'animaux qui mangent des minéraux, Ouais, des végétaux. des végétaux, Mmh. des végétaux, tout à fait. Et donc voilà. Et je disais donc parmi les choses qui peuvent être intéressantes, je disais que ces minéraux non assimilables, c'est comme du sable qui vient boucher les reins. Et il y a une mesure justement qui est assez facile à faire. Donc ça suppose d'avoir un conductivimètre ou de mesurer justement cette résistivité de l'urine cette fois. Mmh. Donc on va parler en minéralité. Ce sera plus simple, c'est-à-dire que notre urine, elle est censée éliminer des minéraux en permanence. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle nous provoque des carences. Non, il y a un rééquilibre des minéraux en permanence dans nos organismes. L'équilibre minéral est essentiel au niveau des échanges cellulaires, en particulier des échanges justement au niveau des membranes. C'est l'équilibre minéral qui va permettre que ces échanges se font correctement. Donc l'équilibre minéral est essentiel et notre organisme élimine en permanence tout ce qui pourrait dépasser cet équilibre. C'est-à-dire que les minéraux sont dans des proportions précises. Hein. Donc il y en a qui sont en très petite quantité, les oligo-éléments, et d'autres qui sont en plus grande quantité. Ils sont dans des proportions précises et notre organisme tente toujours de maintenir cet équilibre minéral. Le problème, c'est que ces minéraux, quand les reins sont bouchés, les minéraux sont plus éliminés. Et ça, c'est une mesure qui est facile à faire au niveau des urines. Mmh. Là, quand on n'a plus une minéralité élevée au niveau des urines, c'est qu'on élimine mal, c'est qu'on a sans doute les reins bouchés, etc., etc. Et ça, c'est facile à faire. OK. Donc, quelle eau boire? Tu as dû en parler justement avec Mmh. Kevin Lomberger, pas mal. Donc, je vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. On a bien vu que l'eau du robinet, elle était oxydative. Elle contient des médicaments, elle contient plein de saletés. Les bouteilles, c'est pas extraordinaire, hein, c'est plein de plastique, mais bon, tant qu'à faire, si on boit de l'eau entre eau du robinet, ben, chacun fait son choix. Mmh. Moi, la meilleure des filtrations pour moi, c'est l'osmose. Hein. Mmh. Voilà. Par contre, on a perdu donc tous les minéraux de l'eau. Est-ce que il faut reminéraliser peut-être légèrement? Je crois que c'est pas une vraie discussion là. Là, est-ce qu'il faut reminéraliser légèrement? Moi, mon osmoseur, on a mis une membrane coco.
C'est-à-dire que c'est un végétal qui reminéralise, donc qui fournit des minéraux assimilables. D'accord. Voilà. Mais bon, euh, il faudrait dynamiser son eau. Alors, la dynamisation, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Il y a des Mhm. gens qui mesurent ça avec leur pendule. Mhm. C'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Donc, Marcel Violet a constaté qu'il y avait que des plantes poussaient beaucoup mieux avec une eau qui avait été dynamisée, tout Mhm. ça. Il y a, comment il s'appelle, Schauberger Oui, qui a étudié les vortex et tout ça. oui, Et je crois que la science doit aller vers ça aussi oui. pour comprendre qu'il y a sans doute dans le vortex une énergie particulière qui est fournie. Donc, moi, ce que je fais, j'ai une bouteille, j'ai une bouteille, j'ai une bouteille ronde Mhm. et je fais un vortex. Et vous voyez, là, on a vous Mhm. voyez, Ouais, ouais, voilà. on voit, ouais. Et je fais ça et en fait, je bois la bouteille bon, ça peut pas me faire de mal, hein, Oui. et en plus, bon, ça dynamise l'eau, mais c'est quelque chose qu'on mesure pas. Donc Mhm. moi aussi, ça me perturbe quand on peut pas mesurer. J'ai ce côté scientifique qui m'empêche. Mais je pense que on sait pas tout. La science ne sait pas tout et qu'on n'a pas tout analysé. Mhm. Donc j'ai lu un peu les travaux de Marcel Violet. Je pense qu'il y a des choses intéressantes effectivement. Et le système violet, est-ce que tu sais si c'est encore disponible, ce genre de choses? Parce que je vois un peu l'expérience qu'il faisait, je sais plus exactement, il y avait une plaque électrique, je sais plus comment c'était, ça ressemble à quoi? Tu peux en dire deux mots? J'ai oublié. Le pire, c'est que j'ai ce système-là sur mon osmoseur. Ah oui? Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a fourni cet osmoseur. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les usines Violet. Ah oui, carrément, d'accord. D'accord. Ok. Donc, oui, je crois que c'est un circuit électrique Ah, il y a une qui va bobine? apporter une bobine, oui. Oui. Oui, il y a une bobine, mais je sais plus. Je Ok. vais pas en parler, je sais plus. Bon. Mais oui, oui, c'est quelque chose comme ça, voilà. Mhm, mhm. Et sinon, alors oui, tu disais que Kevin Leberger disait que finalement, si on mettait des végétaux avec l'eau, donc des éléments, quand on, quand on rajoute quelques gouttes de citron dans son eau, on va la vitaliser et sans doute rendre les minéraux qui sont dedans assimilables. Ouais. Puis en plus Ouais. de ça, on l'a fait passer du côté acide, ce qui est côté santé, on va dire. Il y a des enzymes, enfin, il y a des vitamines, c'est sympa. Voilà, ça Voilà, donne des une microzymas sans doute. microzyma, exactement. Voilà, ça donne une tonalité à l'eau du coup qu'on va boire. Voilà. Ouais. Ce que je voulais dire justement tout à l'heure quand on parlait de l'assimilation des minéraux, c'est Marc Henry qui a fait qui a un article sur son site sur les minéraux et l'équilibre minéral dans nos organismes et qui explique que remplacer, quand on a des carences, remplacer un minéral en essayant de le compenser, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, ça va sûrement accentuer, ça a plus de chances d'accentuer le déséquilibre. Mhm. Sur mon site, j'ai mis ça. Alors, je sais plus où, si tu regardes, on Oui, oui, regardera sur mon site. tu me J'ai fais. mis ça, il y a les liens, tout ça. Ouais, tu me fais voir ça. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu, il y a des antagonismes entre les différents métaux. Ben, je prends l'exemple, par exemple, du fluor et de l'iode. Mhm. Dans le tableau de Mendeleïev, dans la même colonne, ça veut dire que c'est le même nombre d'électrons sur l'atome. Dans le tableau de Mendeleïev, des molécules, des atomes qui ont le même nombre d'électrons peuvent être en comment on dit, en concurrence. Et d'avoir utilisé du fluor a pu remplacer le fluor dans nos organismes, a pu prendre la place de l'iode. Mhm. Et ça a des conséquences assez ennuyeuses, par exemple. Mhm. Voilà. Mais C'est la famille euh, des halogènes, il me semble, hein, cette colonne-là. c'est possible. De mes souvenirs de chimie de Oui, prépa. ouais, ouais, il me semble que tu as fait pas mal de chimie. Euh, euh, et ce que je voulais dire, c'est que et pour Marc-Henri, mais pour moi aussi, parce qu'il a aussi étudié les travaux de Quinton. J'ai lu aussi le livre de Quinton. Euh, les, Rétablir l'équilibre minéral doit se faire par une eau équilibrée en minéral, et c'est l'eau
l'eau de mer, prélevée à des endroits justement où il y a du plancton, où il y a des minéraux qui vont être assimilables, c'est là que on peut ramener un équilibre minéral dans nos organismes. Alors c'est intéressant parce que là, du coup, on n'est pas sur une eau faiblement minéralisée. Non, et elle est même alcaline, elle est Ouais. peut-être, mais c'est comme un aliment. D'accord. Ah oui, c'est un aliment, c'est ça. C'est plus de l'eau pure entre guillemets, quoi. Oui, Mmh. oui, c'est C'est ça. disons, c'est comme, c'est voilà, faut pas le prendre. D'accord. Intéressant. Et et donc oui, oui, elle est là pour ramener l'équilibre minéral, c'est très très important. Mmh. Et je disais à quel point tous les échanges se font grâce à l'équilibre minéral. Mmh. Donc voilà. Donc oui, on a besoin de cette fluidité du sang qui est Mmh. amenée par l'eau légère, mais de temps en temps, on a besoin de rééquilibrer nos minéraux aussi. Voilà, D'accord. Mmh. voilà. Voilà. Donc, on a vu quelle eau boire, Oui. donc une eau légère, dynamisée, revitalisée. Comment restaurer la santé? Alors on a vu, vous vous souvenez, que le sang se déporte, restaurer la santé par rapport à nos maladies de société. C'est-à-dire qu'on est dans, nos organismes se dégénèrent de plus en plus, donc on est dans, dans une société dans laquelle on s'oxyde et le sang dérive vers l'oxydation. La pollution électromagnétique, le sucre blanc, le pain blanc, les apéritifs digestifs, les radiographies, rayons X, pollution chimique, les vaccins, 7 récents, parce que tous les vaccins n'ont pas été comme ça non plus. On peut rajouter le stress, les cuissons fortes, les graisses saturées, tout ce qui oxyde, c'est-à-dire tout ce qui a perdu son vivant, tout ce qui a perdu ses électrons et ses protons. Euh, c'est pour Antoine Béchamp, c'est les microzymas qui vont être la vie en nous. Et l'énergie des microzymas va être apportée par les protons et les électrons qui vont être disponibles pour les réactions, qui vont être fournis par nos aliments. Donc le sang va se dévier par là. Eh bien, comment rétablir? C'est apporter des éléments à l'opposé. Mmh. L'eau, on la met là, parce qu'en fait, c'est pas le pH et le RH2 qui nous intéressent dans l'eau. Et je pense même qu'une eau, quand on est... alors là, je ne sais pas si le pH, et là j'ai vraiment un doute là-dessus, sur les eaux acides, alcalines. Je pense qu'on accorde beaucoup d'importance à ça, mais je ne crois pas que c'est tant d'importance que ça, parce qu'il y a des tampons dans tout Oui. notre tube digestif qui rétablissent le pH. Donc, je ne crois pas que ce soit au niveau de l'eau, à jeun je parle, hein. Au niveau de l'eau, je ne crois pas que c'est une grosse incidence d'avoir une eau qui soit plus acide. Par contre, ce qui va être important dans l'eau, ça va être le fait qu'elle soit légère, donc qu'elle ait peu de minéraux. Voilà. Mmh. OK? Mmh. Par contre, pour aller contre l'oxydation, il faut ramener des éléments et l'alcalinisation du sang, il faut ramener des éléments qui sont plutôt là. En fait, il faut apporter des éléments qui donnent des électrons et des protons. On le retrouve dans ce cadran-là. C'est le Donc on a ici, on retrouve bien dans le livre de Roger, hein, toi qui as lu la bioélectronique Vincent, on retrouve, il a énormément de diagrammes sur lesquels il y a plein de mesures qui ont été faites. Et donc c'est intéressant de voir ces différents diagrammes suivant les thèmes. Voilà, donc on retrouve les fruits bio, les pesticides, c'est là-haut, on avait vu. On les retrouve là. On retrouve les plantes médicinales, les produits de la ruche, le miel, etc. Les légumes crus et bio. Et, et ce qu'on a ici, c'est les restaurateurs de santé, c'est-à-dire que si on a vraiment on a vraiment une dérive, un cancer ou d'autres, on peut essayer au moins de rétablir au mieux, de changer ses habitudes et d'apporter donc
des bulbes racines. Alors, ce qui pousse sous la terre est à l'abri de l'oxygène. Ah, C'est encore ok. plus antioxydant. Et plus c'est cru, plus c'est... la- la- le fait de cuire, c'est oxydé, en fait. Mhm. Hein. Donc, plus c'est cru, plus c'est... Donc ça va être Et, quoi? Des carottes, de l'oignon, de l'ail, ah du ouais, fenouil? absolument. Voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure que dans la pratique au quotidien, j'ai sur mon site à agir tous ces éléments, l'eau et les eaux et boissons, l'alimentation. Eh bien, au niveau de l'alimentation, j'ai mis quelques recettes, quelques Mhm. trucs Ok. qui sont des choses globales. Voilà, Mhm. vous pourrez aller piocher dedans. Je le rappellerai tout à l'heure. Ok. Les lactofermentés, donc les lactofermentés, eh bien, on part d'un légume, je sais pas, par exemple, la choucroute, c'est un Oui. lactofermenté. Mhm. C'est un chou qui a été mis saumure, dans une saumure, donc de l'eau salée, et qui, et qui a fermenté, tout Mhm. simplement. Et la fermentation, c'est la vie. Les ferments sont la vie. Et ce sont les microzymas. Et cette vie, elle est porteuse de protons et d'électrons. Voilà. Et donc, les germes, tous ces éléments-là sont particulièrement restaurateurs de santé. Tu veux dire graine jamais, hein, c'est ça, quand tu dis germe, là? Oui, C'est tout ça, à fait. graine jamais. Ok. Mm, mm. Je mets en face du stress la prise de terre. Eh oui. Voilà, parce qu'on est oxydé. Moi, j'avais un collègue, enfin, c'était même un responsable, c'était même un chef, N+2, mais avec qui on discutait pas mal de tous ces sujets-là. Et il me racontait que quand il rentrait de chez lui, il allait direct dans son potager. Hmm. Et ben, c'est une bonne chose, il se remettait à la terre. Voilà. Génial. Et donc, et mais bon, je l'ai mis en face du stress, mais c'est vrai pour tout le reste, Mhm. puisque c'est antioxydant. Exactement. Les vitamines, les aromates, enfin tout ça, la vitamine C en particulier. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle de donneurs de santé, on parle de restaurateurs. On est ici dans une zone qui apporte les électrons et les protons. Et on se dit, mais quand on est en santé, si on se nourrit de là, on va déporter notre terrain par là? Mhm. Eh bien non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier les poumons. Hmm. Et que feront les poumons? Ils nous oxydent, puisqu'on respire de l'oxygène. C'est ça. De toute façon, par nature, on s'oxyde en permanence par la respiration, tout simplement. Voilà, Mhm. donc c'est pour ça qu'en fait, nos aliments, ils doivent se trouver par là. Mhm. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment un parallèle. Donc vraiment, le sang, il vient puiser nos nutriments au niveau des intestins, il vient puiser l'oxygène au niveau des poumons. Eh bien, les intestins, il y a 300 millions de villosités. Les poumons, 300 millions d'alvéoles. Mhm. Et la surface, ça représente une surface d'échange de 400 mètres carrés pour l'un et pour l'autre. C'est Mhm. quand même incroyable. C'est que Mhm. la nature, elle a pensé oxydation, réduction. Mhm. À condition qu'effectivement, au niveau des intestins, on apporte une alimentation qui va Mhm. apporter cette réduction. Ouais, c'est air-terre Donc, un peu, quoi, hein, c'est ça. c'est Ouais, fou, ouais, c'est impressionnant. Hein. ouais. Et donc, l'important, c'est une alimentation réductrice. Et les gens qui mangent cru ont raison. Mais ça ne veut pas dire que on peut pas, on est obligé de ne manger que cru. Hein. Voilà. Mhm. Donc bon, il faut, voilà, chacun. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça puis qui y arrivent surtout. Mais voilà, ça veut dire que bon, ils sont sans doute en excellente santé, c'est sûr. Et le sang oxydé, donc je disais, empêche de fixer l'oxygène. Ça vous rappelle rien, ça, les problèmes de respiration, les problèmes respiratoires? Alors, c'est fou ça, parce que j'ai écrit un article que j'avais proposé à la NICIB. J'ai écrit un article qui s'appelait Une médecine barbare Mhm. en 2021. Parce que j'avais constaté que c'est
un médecin, un chercheur, un médecin italien, avait devant les députés italiens expliqué que lorsque on fournissait de l'oxygène sous pression à un malade qui avait des problèmes respiratoires, ils avaient osé en Italie faire, comment on appelle ça, quand on analyse une personne morte, Autopsie? une autopsie. Et ils s'étaient rendu compte qu'en fait, la personne avait eu les poumons brûlés par l'oxygène. C'est-à-dire que, quand je dis médecine barbare, c'est-à-dire quand on a compris la bioélectronique, qu'on a compris qu'un sang oxydé, il n'est pas capable de fixer l'oxygène, ça sert à quoi de le forcer à... C'est-à-dire qu'on l'oxyde encore plus, on aggrave les choses. À la place, en Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des injections de vitamine C. Ils ont apporté des antioxydants et ça a été efficace. En Allemagne, il n'y a pas eu de surmortalité. C'était une parenthèse. Et donc, voilà. Donc, les problèmes respiratoires, mais quand le sang a du mal, est oxydé, a du mal à fixer l'oxygène, eh bien, les intestins, ils ont du mal à fonctionner correctement. C'est les mouvements péristaltiques des intestins. Donc, la fatigue, il y a une perte d'énergie, il y a une fatigue. Les mouvements péristaltiques des intestins, ils fonctionnent grâce à cette énergie qui est fournie. Eh bien, la constipation, c'est un signe déjà de cette oxydation. Intéressant. Voilà. Donc, je rappelais la prise de terre, toujours pour récupérer les électrons rapidement. C'est toujours vitamine C, prise de terre, c'est pour réagir quand il y a des problèmes de ce type, c'est vraiment qu'il y a des choses à faire. Et puis, autre chose, quand on fait des mesures, c'est un peu délicat. Et je crois que c'est vrai pour toutes les mesures qui sont faites dans les laboratoires d'analyse également. C'est qu'on est rempli d'eau. On est quand même constitué d'eau. Jeanne Rousseau, elle analysait à longueur de journée l'eau de mer, l'eau des sources, elle faisait des mesures. Et elle s'est aperçue qu'il y avait des fluctuations en fonction du rythme journalier, du rythme lunaire, donc mensuel, et du rythme solaire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on est particulièrement oxydé. Donc, faites une mesure un jour où vous êtes au maximum de l'oxydation possible d'un point de vue des influences cosmiques. Eh bien, on va vous trouver des choses. Refaites cette mesure à un autre moment, vous n'allez peut-être pas trouver exactement les mêmes choses. Et je pense que c'est valable aussi, ça, pour les analyses, la plupart des analyses qui sont faites en laboratoire. Ok. C'est-à-dire qu'on va pas toujours on ne devrait pas se contenter d'un résultat. Enfin bon, c'est vrai que quand on fait une mesure minérale, quand on fait une mesure de quelque chose de consistant, une mesure minérale, c'est fiable. Mais en fonction en ce qui concerne le pH, en ce qui concerne un certain nombre de paramètres, on va avoir des variations. Et donc, il y a une plage, il faudrait se dire, en ce moment, on est au maximum de la plage, et donc, si on fait une mesure maintenant, on risque de se retrouver en dehors de la plage. Donc, il faut être très, très vigilant. Il faut savoir tenir compte de ce genre d'informations. Eh bien, voilà. Donc, dans l'ensemble, je pense que je vous ai apporté un maximum d'éléments, déjà. Vous avez envie de savoir quel genre d'appareil de mesure on peut avoir éventuellement ou pas? Pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée. Alors, ce que j'avais vu là-dessus, c'est j'avais regardé les appareils de mesure. Il y a ce qu'on a, il y a des bioélectronimètres. Donc, le bioélectronimètre Vincent, qui a été, c'est l'association bioélectronique, elle a essayé de récupérer au maximum le bioélectronimètre Vincent et a travaillé avec Pierre Vincent, le fils
le fils de Louis-Claude Vincent. Ils ont étudié, mais ils ont même amélioré le bioélectronimètre Vincent. Et je crois, alors j'espère, lors de la prochaine AG qui a lieu le 20 avril, ils doivent nous présenter un futur appareil qui mesure directement le RH2 Ah. et qui devrait être pas mal. Bon, sinon, il y avait des thérapeutes, des les heilpraktikers, les naturopathes allemands qui ont étudié la bioélectronique. Ils ont des appareils consorts Medtronic plutôt, qui sont capables de mesurer tous ces éléments et de faire les calculs. Mhm. Et si soi-même on veut faire quelques mesures, c'est pas là. Moi, j'avais des appareils ANA, donc qui mesuraient le pH, le redox et la conductivité, la minéralité en fait. Voilà. Et je m'étais même fait un petit outil informatique qui permettait, en rentrant ces paramètres, de faire tout un tas d'analyses à partir de là. Mais on trouve des petits appareils ANA et les Chauvin Arnoux, ce sont les petits appareils qu'il y a dans les écoles, qui sont pas mal pour mesurer le pH, le redox. Et ben voilà, il faut le pH, voilà. Si on veut Ah oui, vérifier oui, des pardon, choses. pardon. Oui, oui. Voilà. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que les mesures se font donc à jeun, le matin à jeun. Il faut donc de la salive et de l'urine à jeun. Donc ça, c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est le sang. Ben non, mais il n'est pas question de faire. Ah, non. Là, faut aller voir un thérapeute Exactement. Mais est-ce qu'il y bioélectronique. a actuellement des thérapeutes qui proposent ça? C'est compliqué, ça. Ben, il y en a eu beaucoup. Ben, quand j'ai commencé la bioélectronique, il y en avait encore un certain nombre, Ouais, quasiment plus. c'est Et ça. alors, l'association bioélectronique, et ça y est en train de reformer des gens. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, ben, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience du côté des scientifiques, ça aura du mal à bouger. Hein. Mhm, C'est mhm. pas... Mais est-ce que Et déjà, avec des mesures de salive et d'urine, on peut déjà avoir une bonne idée alors, sur le terrain, même s'il manque le sang? ben, je te disais, j'ai fait des mesures d'urine, moi, Mhm, simplement, mhm. parce que j'ai pas fait de mesure de sang. Et j'ai vu très vite que j'avais une urine acide réduite, et il a fallu beaucoup de temps, alors que c'était après un jeûne, puisque j'avais déjà changé beaucoup de choses. Et il a fallu plusieurs années avant que je trouve des valeurs d'urine qui soient acceptables. Ah oui, carrément. Ok. Et je te dis que suite, j'ai fait pendant un jeûne de 3 semaines, j'ai vu les paramètres de l'urine s'améliorer, c'était impressionnant. Mhm, mhm, C'est vraiment drôle ça. mhm. Mais bon, il faut se dire que les valeurs de santé, c'est mesuré sur une personne de 20 ans en Ouais, parfaite santé, tout ça. Donc, faut se dire, faut pas s'attendre non plus ouais. au fur et à mesure qu'on vieillit, on a petit à petit une dégradation malgré tout. Hein. D'accord. Donc, Ok. il y a même des appareils qui déterminent l'âge des gens par rapport Oui. à, Bon, enfin, là, leur âge théorique, leur c'est âge ça. de santé en fait. Le rage Donc, bioélectronique Vincent, ouais, c'est ça. Ok. mais bon, ça reste, moi je trouve que oui, c'est plutôt drôle qu'autre chose ça. Mais voilà, mais je pense que moi j'ai trouvé intéressant d'observer ça. Mhm, mhm. Ouais. Trouvé intéressant et de voir, et d'ailleurs ça m'a affolée au départ. Mhm. Parce que quand j'ai vu les valeurs, donc tu dis à jeun, bah non, moi j'ai fait à toutes les heures parce que j'ai voulu me rendre compte de ce que ça donnait justement. Ah, Bah, d'accord. c'est ça qui est intéressant, Ok. tu Ouais, cherches ouais. à voir. Et puis quand tu mesures la minéralité de l'urine, tu t'aperçois que logiquement tu élimines beaucoup le matin, mais je me suis rendu compte que des fois j'éliminais plus le soir. Tu Ah vois, oui. comme quoi. Ah Oui, ouais. donc, Ok. donc mais moi je me suis fait mes petites mesures perso pour me rendre compte un C'est petit bien. peu de ce qui se passait. Hein. Voilà. Ok. Donc voilà. D'accord. Je te propose qu'on passe aux questions du chat. Tu peux arrêter le partage de l'écran, peut-être comme ça on sera tous les deux. Et je vais regarder les questions qui ont été posées. Il y en avait quelques-unes. Alors, il y avait. Alors, on est où? Bon, il y a Régis qui posait une question. Quel est le rôle des mitochondries dans le processus? Alors, je ne sais pas quel processus c'était à ce moment-là, mais peut-être que tu voulais dire un mot sur les mitochondries, peut-être?
Tu tiens vraiment à ce que je alors, heu quel rôle des mitochondries au niveau du métabolisme et Dans tout ce ça? processus, je sais pas, enfin, ça fait référence à un truc que tu as dit à 21h08, donc bon, je ne sais plus ce que c'était à ce moment-là, mais Alors, est-ce que tu as un bon, mot sur la mitochondrie? Je pense que c'était peut-être par rapport à l'oxydation ou peut-être aux échanges qu'il peut y avoir entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, je sais pas. Bon. mmh mh, mmh. Bah, les mitochondries, elles sont censées, établir réaliser notre métabolisme, nous apporter de l'énergie. Les mitochondries, en fait, elles sont obtenues par, fixation en microscopie électronique. C'est-à-dire que, dans les années 40, on a découvert un petit peu la cytologie. On a avec la microscopie électronique, on a analysé un petit peu ce que contenait la cellule et ce qu'on a fait pour arriver à analyser ça par microscopie électronique, on a utilisé des fixateurs et la fixation, en fait, a permis d'obtenir des choses qui ressemblaient, on a appelé ça mitochondries et puis on s'est aperçu par la suite qu'on arrivait à avoir de l'énergie avec, et cetera. En réalité, Jules Tissot, qui à cette époque-là, dans les années 1940, a fait aussi des analyses. Il s'est rendu compte en observant qu'en utilisant des fixateurs beaucoup plus doux, il n'obtenait pas du tout la même chose. Ah C'est-à-dire oui. qu'il n'obtenait pas de mitochondries. Il s'était rendu compte que la mitochondrie, c'était en fait des artefacts euh, d'un, c'est un réseau bactérien, disait-il, qui était détruit par la fixation. Hmm. Ce qu'on appelle fixateur mitochondrial, c'est quelque chose qui en fait détruit la cellule et on obtient donc des éléments qui n'existent pas en réalité. Mhm. Voilà. Et ce qui est en fait dans la cellule, c'est des éléments vivants et sans doute les microzymas qui sont à l'origine de ce réseau bactérien dont parle Jules Tissot, qui sont en fait une évolution des microzymas à l'état sain et qui pourraient, ce sont les microzymas qui réalisent le métabolisme en fait. Mhm. Donc Ok. c'est le vivant en nous, voilà. C'est ça. Ok. Ok. Il y avait une question sur l'eau Kangen, qui parfois propose des pH élevés, hein, genre 9. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, Lockingham, justement, c'est ce que je disais. Quand on me dit, est-ce qu'on peut se permettre une eau alcaline, je te disais tout à l'heure, je suis pas sûre que le pH ait une incidence importante. Mhm. Ce qui est important, Lockingham, ce qu'elle cherche à apporter, c'est euh, un antioxydant en fait. Hein. Mhm. C'est Les électrons. et ils sont partis. Alors, attends, oh, j'ai oublié. Quel des gens qui vivent dans les montagnes. Yunza? Ouais, Mhm. ils sont partis de l'eau des Hunza et ils ont essayé de faire quelque chose d'équivalent. D'accord. Mhm. Et cette eau, elle était particulièrement antioxydante. Mhm. Ok. Mais bon, je pense qu'elle, du coup, de par le fait qu'elle est antioxydante, elle peut être intéressante. Mais c'est pas le but de l'eau de faire ça. Mhm. On peut apporter des antioxydants par les racines, par les bulbes, par les germes, par la vitamine C, par tout ça. Par la mise à la C'est terre. exactement. Mhm. Le but de l'eau, c'est d'apporter une fluidité Mhm. et l'important, c'est sa minéralité. Je ne crois pas que ces paramètres pH, RH2 soient si intéressants que ça pour la. Maintenant, peut-être que ça permet peut-être que des gens ont pu être soignés par l'Okangan. Mhm. Je n'ai pas vu ça de plus près. Je me dis que, par contre, on peut pas. Je ne crois pas que le pH 9 soit un argument pour dire que c'est une mauvaise eau. Voilà. D'accord. Ok. Euh, C'est mon point de vue. oui, Hein. oui, j'entends, j'entends. Ok. Et sinon, il y a Fred qui demande du coup aussi si tu as une liste d'eau en bouteille qu'il est sain de consommer. Tu as évoqué la Monroukou, qui est connue comme étant parmi les moins chargées en minéraux. C'est quoi les autres que tu pourrais conseiller du coup? On parle beaucoup des eaux granitiques, Les eaux granitiques. D'accord. oui, Mhm. mais par exemple, je sais pas,
l'OU, c'est une eau d'Auvergne, elle est dans les 45 mg par Tout litre. simplement. L'eau Super U, tu veux dire, hein? C'est ça que tu veux dire? Ouais. D'accord. Alors, l'OU, L'eau U, oui. d'accord. OK. C'est je sais plus, à Leader Price, j'avais vu une eau aussi pareil qui était à 5. Regardez bien Tout les simplement. étiquettes, les résidus secs, et regardez, vous allez trouver des eaux. Faites attention quand on voit la cristalline, c'est des eaux de source, mais il faut savoir que ils prennent des eaux de source de leur région, et donc elles sont pas toujours, Ça dépend de la région. voilà, Faut exactement. vérifier selon d'où elle vient, quoi. Voilà. D'accord, OK. Moi, j'ai mon conductivimètre Mmh. avec moi pour mesurer les eaux. Mmh. J'ai trouvé des eaux en Auvergne, des fontaines, il y avait de l'eau à 16 milligrammes par litre, Ah oui, d'accord. et j'en ai trouvé dans les Alpes aussi. Mmh. OK. Du côté de Briançon, là, on trouve des eaux qui sont à très, très basses en minéralité, alors que les eaux des Alpes sont réputées pour être particulièrement calcaires. Ben, c'est pas toujours le cas. Mmh mh. Donc avoir son petit conductivimètre, c'est pas du luxe, hein. Ça Mmh. peut être vraiment OK. très Bah, utile. écoute, je prendrai des références aussi que je rajouterai sur la fiche pratique. OK. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, il y a Régis aussi qui dit que oui, il confirme que l'association de bioélectronique Vincent est en cours de travail sur un outil de mesure et il existe les stylets Oriba l'Aqua-Twin pour pH et conductivité. Tu connais ça? Non. Non, bon, Bah, si, je connais. Ouais, ok. Si, Oriba, je connais, mais bon, voilà, Ok. je dirais pas plus. Ah bon, Je bon. sais pas. Ouais. Je sais Tu pas. sais pas, d'accord, ok, tu sais pas. Je les ai pas utilisés, donc je D'accord, peux d'accord, rien d'accord. en dire. Ok. Il y a Norbert qui demande comment se placent dans les diagrammes peut-être justement les protéines animales. Comment se placent les protéines animales? Alors c'est que c'est acidifiant, ça doit être, mais ça dépend comment, si tu les cuis ou pas. Ah oui, d'accord, Et pareil, Alain Scoy, il va parler des saucissons. Pour lui, c'est des produits lactofermentés. c'est vrai. Il y a, ouais, non, ça se mesure. Ok. Donc ça dépend du type de produit, si c'est cru, cuit, Voilà, fermenté ou si tu pas. les passes au micro-ondes ou si tu les fais griller, ça va pas être la D'accord. même chose. Ok, oui, oui. Dans ce cadre-là, en tout cas, ouais. Ok. Et ça va dépendre de l'état de l'animal, de son terrain. Ok. Ok, très bien. Bon, après, il y a Fred qui a une question très spécifique. C'est comment tu as procédé pour ton jeûne de 3 semaines, sachant que lui, il a fait maximum 96 heures pour tenter de corriger un psoriasis. Et alors, comment j'ai fait? Ouais. J'ai mis 2 ou 3 ans à me préparer. Ah, c'est ça, d'accord. C'est-à-dire que dans ma tête, je voulais pas. Et puis un jour, je faisais un jeûne d'une semaine tous les ans. Là, j'ai vu que l'endroit où j'allais, il y avait 2 semaines d'affilée. J'ai dit, allez, je vais faire 2 semaines. Hmm. Et puis à un moment donné, j'ai appelé, j'ai dit, il y a 3 semaines, je vais faire 3 semaines. Mais ça a été, Hmm. ça a été, ça a Ah, été, voilà. Et à partir de là, je crois que je suis arrivée, et c'était plusieurs mois avant, hein, que j'avais réservé. J'ai dû me préparer, j'ai une préparation mentale. Je sais pas, ça s'est fait tout seul. Du jour où j'ai décidé, ça s'est fait tout seul. Et je crois que j'étais carrément en hypnose. J'avais fait une espèce de, parce que je suis arrivée décidée, je suis allée jusqu'au bout sans difficulté. Et voilà. Par contre, c'est quelque chose à faire avec beaucoup de précaution. Moi, j'ai pris, par exemple, je me suis complètement déshydratée parce que j'avais du mal à avaler. J'arrivais plus à avaler, hmm. même de l'eau. Et complètement déshydratée. Et quand j'ai repris, j'ai essayé de reboire et je me suis mis à gonfler, à gonfler. C'est-à-dire, j'ai mis beaucoup de temps avant et je me suis fait peur vraiment parce que j'avais toutes Les œdèmes. les jambes, oui, oui. Hmm. J'étais vraiment dans un état. Et puis j'ai gardé confiance et puis ça s'est Hmm. remis à la normale. Mais dis donc, c'est très délicat. Il faut faire attention et il faut pas faire n'importe quoi. Ouais, Je bien sûr. pense que moi, Hmm. Franchement, c'est long, bon, hein. Hmm. beaucoup de choses que j'ai apprises parce que c'est en expérimentant, puisqu'on n'a pas le choix, puisque oui, notre science essaie de détourner tout ce qui est. Oui. Il y a énormément de publications qui sont excellentes sur le jeûne, Hmm. mais les seules dont on parle, c'est des choses qui
qui font croire, je sais plus, dernièrement, il disait qu'il y avait des AVC à cause des jeûnes intermittents, enfin Ah bon. oui, d'accord, ouais. Mais c'est vraiment n'importe quoi, Oui, c'est quelque un chose peu qui est pour. depuis 2020, depuis 2021, à peu près tout cause des AVC, j'ai l'impression, de toute façon. Exactement, donc on cherche à accuser des choses qui pourraient être bonnes pour la santé Ça pour marche, ouais, OK. mais franchement, je le recommande pas, je l'ai fait parce que je voulais le faire, j'ai assumé, quoi. Mmh. Et je regrette pas de l'avoir fait d'ailleurs. Mmh. OK. C'est à chacun, après c'est un chemin personnel et puis chacun Exactement, va trouver quand le moment est bon et si c'est bon ou pas d'ailleurs de le faire, tout simplement. OK, exactement. ouais. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Brigitte, pour ton partage et pour toutes ces informations. Moi, je vais travailler sur la retranscription avec mon équipe et puis la fiche pratique d'ici quelques semaines. Ouais. Et puis, on mettra aussi des références vers éventuellement les gens qui sont intéressés pour un conductivimètre ou des choses comme ça pour se mettre à tester un peu ce qu'ils ont autour d'eux. Et puis, bah voilà. Merci à Ben, toi. j'ai pas tout à fait terminé. Ah, t'avais encore quelque chose, pardon? Ah, Mais pardon. Ouais, bah, on continue. Alors, finissons. C'est vrai qu'on était à la fin. Ok, vas-y. non, 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 on Faut que n'avait tu pas repartages ton terminé. écran du coup. Oui, oui, je repartage mon écran parce que j'ai expliqué que sur mon site, donc Oui. à Bonnes Habitudes, sur Mhm. mon site à Agir, j'ai des fiches pratiques Hmm. D'accord. pour ces différents éléments, l'eau, boisson, l'alimentation, réparation, etc. Les autres bonnes habitudes, la méditation, la pensée, voilà, tout ça. Les enfants. Et j'avais rajouté à la fin la vieillesse, Hmm. parce que bon, je vais avoir 70 ans l'année prochaine, Mhm. et je me dis que là, ces travaux de Louis-Claude Vincent, ils peuvent nous permettre de changer des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut arrêter de croire que la vieillesse, c'est de la dégradation. On nous a mis ça dans la tête, on est persuadé qu'on va mal terminer, qu'on va perdre nos neurones, qu'on va devenir gaga, et je crois qu'il faut changer ça. Il faut changer ça. Les gens qui deviennent gaga, c'est que ils sont des métaux lourds qui sont montés au cerveau. Ils ont, en fait, la plupart du temps, une mauvaise vieillesse, c'est la iatrogénie et les mauvaises habitudes. Ouais, c'est ça. On devrait tous Exactement. mourir de mort naturelle, hein. Et cette cause, alors c'est lors d'une première d'une AG de la IMSIB, un médecin qui expliquait que la cause mort naturelle n'existe plus dans la liste des causes C'est incroyable. dont le médecin dispose. C'est quand même incroyable, ça. Mhm. Je donne par exemple, et ça je le mets dans la réparation sur les slides de mon site. Je pense que à partir du moment où on arrive à la ménopause, il faut changer des choses. C'est vrai pour les hommes aussi, hein. Mais particulièrement les femmes, elles perdent un émonctoire. Bah oui. Donc, C'est si on encore change utérus. pas, voilà. Et si on change pas des choses, et si on n'allège pas son alimentation, et si voilà, on court à la catastrophe. Mhm. Voilà. Et donc, Louis-Claude Vincent disait la vieillesse, c'est la déshydratation. C'est pour ça que j'insistais sur l'eau et sur le fait que de toute façon, il y a une perte d'eau au fur et à mesure qu'on avance en âge et que cette eau, il faut la compenser. Donc, c'est pas forcément seulement par une eau légère. Il est certain que quand on mange cru, on a une alimentation vivante et généralement très nourrissante en eau vivante. Je pense, je sais pas, les concombres, on dit souvent les concombres, ils apportent rien, mais c'est faux, ils apportent une eau vivante. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, par exemple. Et que les douleurs qu'on peut avoir, ce sont souvent liées à une déshydratation des cartilages et des os. Voilà. Et donc, j'insistais sur le fait qu'on est responsable, en grande partie, de cette dégradation qui s'opère par méconnaissance de notre propre rôle dans la santé. Voilà. Et j'espère que cette présentation va vous avoir fait comprendre l'importance de manger des choses crues et vivantes et peut-être changer beaucoup de choses pour cesser d'être oxydé en permanence. Voilà. Parfait. Ok. Oui, un autre livre, Ouais. Roger Castel. Toujours le, oui, celui. Ok. Voilà. Alors, son livre sur la bioélectronique Vincent, il est plus technique, mais il apporte énormément d'éléments. Mais là, les clés de la longévité active, il explique tout ça de manière plus
plus vulgarisé et il apporte beaucoup d'éléments pour ceux qui veulent, voilà, pour être en bonne santé. Voilà. Parfait. Ok. Ben, merci beaucoup. Cette fois, c'est bon? Cette fois, c'est bon. Ok. Oh bah oui, non, mais je suis allée jusqu'au bout. Ah, mais t'as raison. Je pensais que c'était fini. Je me suis, voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal d'informations. Et puis, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, il y a ces références supplémentaires. Et merci pour ce point final sur la vieillesse, qui n'est pas un naufrage, enfin qui peut ne pas être un naufrage en tout cas, quand on met en place les bonnes habitudes et qu'on fait attention et qu'on comprend ce qu'il y a à mettre en place tout simplement. Hein, voilà, Exactement. c'est tout. Mmh. Voilà. Mmh. Ok, bah merci beaucoup Brigitte, merci à tous. Et puis ben donc le mois prochain, on se retrouvera avec Gaëtan Chevalier pour parler de la mise à la terre. Gaëtan Chevalier qui est le président du Earthing Institute en Californie et qui est une pratique très antioxydante, très très intéressante. Et donc on est hyper complémentaires avec cette approche de la bioélectronique Vincent. Et on va voir comment concrètement on peut faire de la mise à la terre et ce que ça peut apporter pour la santé. C'est magique. Allez, Et est-ce que je peux te dire, vas-y. la mise à la terre, on n'y pense pas souvent, mais il y a des choses toutes simples. On touche la branche d'un arbre, on se met à la terre. C'est vrai, bien sûr. J'ai fait des expériences, justement en stage. J'ai fait des expériences. On a fait une chaîne humaine. Quelqu'un qui était dehors, pieds nus, et moi j'étais entourée d'appareils, et j'avais un voltage très élevé sur moi. À partir du moment où on s'est donné la main, je me suis retrouvée à la Ah terre. oui, c'est ça. Ça faisait une chaîne humaine, Eh oui. c'est-à-dire que ça passe très vite. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, c'est génial. Parce que je pense pas qu'il t'explique ce genre de choses. C'est Oh pour bah, ça. si, il connaît tout ça, Gaëtan Chevalier, bien sûr. Mais je sais pas il aurait pas cet exemple-là, mais en tout cas, Ça fait d'accord. partie des expériences que je fais, tu vois. Ouais, c'est génial, c'est génial. Oui. Ok. Bon bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Brigitte, merci à tous et puis à dans un mois. Je crois que on sera le 7 mai pour cette émission avec Gaëtan Chevalier sur la mise à la terre. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toi Brigitte. À bientôt. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.